Et c'est parti. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire 2024. On commence par un sujet qui fait l'actualité à fond, n'est-ce pas? Le label ISR et notamment du coup la revue du référentiel du label et notamment tous les grands changements qui ont lieu. Alors, je me présente rapidement quand même. Donc, Olivia Blanchard, présidente et cofondatrice de l'Association des acteurs de la finance responsable, une association qui existe bientôt depuis 4 ans, qui regroupe un collectif de 350 personnes, qui sont aussi bien des salariés de la finance responsable que des consultants indépendants. Et on y retrouve toutes sortes de métiers. Et on est une association qui a pour but de rassembler une communauté, de sensibiliser sur la finance durable et aussi de proposer des actions collectives en faveur de la finance responsable et surtout comment on peut faire bouger les lignes. Et notamment, le label ISR est un très bel exemple d'une action collective que nous avons menée au sein de l'association, car nous avons milité depuis maintenant 1 an et demi pour demander au comité du label ISR d'exclure les énergies fossiles de ce label, ce qui n'était absolument pas partie gagnée, mais avec à un moment une conjonction des planètes et d'un collectif hyper engagé, on a réussi effectivement à obtenir gain de cause et c'est un petit peu de ça dont on va parler. Mais les transformations du référentiel du label ISR ne se limitent absolument pas qu'à l'introduction des exclusions des énergies fossiles. C'est bien plus vaste que cela. Et donc, il faut déjà en préambule insister sur le fait que entre les modifications qu'il y a eu jusqu'à présent et cette nouvelle version du label ISR, comme dirait Yasmine ici présente, que je vous présenterai plus tard, il y a vraiment une marche énorme à monter. Et donc, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. C'est tout l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. C'est justement de sensibiliser sur l'importance de ces changements et du travail que cela va demander à tous les acteurs pour pouvoir continuer à afficher un label ISR qui est aujourd'hui fondamental dans une stratégie de développement liée aux enjeux de la finance durable. Donc, aujourd'hui, pour vous parler donc, de ce sujet qui est quand même assez technique, nous avons Kim Nguyen, qui est un membre ambassadeur historique de l'AFR et qui est aussi, à ses heures perdues, auditeur AFNOR. Je rigole sur les heures perdues parce que c'est quand même un très gros auditeur. Et puis, qui représente aujourd'hui aussi son cabinet de conseil, Kermit, parce qu'il accompagne de nombreux acteurs justement sur ces sujets de finances responsables et notamment sur les labels ISR et comment obtenir ce label. Et ensuite, nous avons Yasmine Puto, qui est aussi membre ambassadrice AFR et aussi membre historique de notre association, qui a vraiment, elle, une compétence réglementaire, conformité, qui est également auditrice AFNOR, donc qui audite plusieurs sociétés de gestion sur le label, mais qui a aussi son cabinet de conseil et qui accompagne de nombreuses sociétés de gestion sur toutes ces problématiques réglementaires de référentiel. Donc, c'est en très belle compagnie aujourd'hui que nous allons aborder ce sujet du label ISR. Peut-être Kim et Yasmine, vous faites un petit coucou pour qu'on vous identifie. Bonjour, voilà, on est là. Voilà. Alors, Euh, ouais, je vais vous laisser la parole. Donc, Kim, je t'en prie, à toi. tu passes les slides ou comment ça se passe? Tu peux passer les slides, moi? Je crois que Je tu n'ai même peux pas pas, mais regardé. je les passe pour toi. Ouais, vas-y. Donc le label ISR, c'est juste pour rappeler un petit peu hein, au départ qu'est-ce qui a généré tout ça. C'était un rapport de la Commission générale des finances qui a dit que effectivement, le label qui était à la propriété de l'État n'était pas à la hauteur hein, des attentes et qu'on on allait vers un vrai problème puisque les épargnants investissaient là-dedans un peu les yeux fermés et qu'il y avait une promesse qui n'était pas tenue et qu'il fallait revoir tout. Ça s'est combiné aussi avec un problème de gouvernance hein, du label, puisque le comité avait un peu démissionné, il n'y avait plus de comité, il n'y avait personne. Donc tout a été remodifié dans le label, à commencer par la gouvernance, qui est une nouvelle présidente qui a été nommée, un comité qui a été nommé, et aussi grande nouveauté, il y a des permanents maintenant. Il y a un permanent, il y a un secrétaire général du comité qui est logé au FIR, qui s'appelle Balthazar Laporte, et qui est permanent du comité. Donc ça permet d'avoir une réactivité plus forte, ça permet d'avoir des contacts. Donc ça, c'est vraiment pour l'enveloppe. Et sur le label, il y a des travaux qui ont été entrepris, qui ont été des travaux où le comité du label a souhaité impliquer un certain nombre d'intervenants. Il y a des gens
de la place. Effectivement, il y a le FIR, il y a des structures comme ça, et puis les auditeurs, tous les parties prenantes en fait ont été consultées sur la rédaction du nouveau label, sachant qu'effectivement, la présidente a fixé les orientations, mais au final, tout ça est remonté sur le bureau de Bruno Le Maire qui a fait les décisions finales. Avec entre-temps, effectivement, les pressions de l'AFR pour modifier un certain nombre de choses dans le cadre des exclusions des énergies fossiles, parce qu'on nous avait fait comprendre dès le début que ce ne serait pas un sujet, mais finalement, c'en est bien devenu un. Et donc, la dernière version du label a été publiée en juillet. Elle a été du coup sur le bureau du ministre en septembre. Ça a pris un peu de temps. Alors, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu beaucoup de pression de part et d'autre pour les derniers arbitrages, ce qui nous a fait un tout petit peu peur. Et puis finalement, on est arrivé avec un label qui est sorti mieux probablement que ce qu'on attendait, avec des choses qui ont été rajoutées qu'on n'avait pas. C'est pas un changement fondamental, mais ils ont quand même rajouté plein de choses dans les textes. Alors pour dire aussi que le texte définitif, on l'a depuis décembre, que même nous, en tant qu'auditeurs, on a des réunions hebdomadaires avec le comité, hein, avec Balthazar notamment, tous les vendredis. On travaille sur l'uniformisation de nos pratiques d'audit, et on a beaucoup de questions sur le référentiel, et même lui, il n'a pas toutes les réponses, hein. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont être déterminées, qui vont être un petit peu ajustées au fur et à mesure, sachant que le comité nous a fait savoir qu'ils étaient très intéressés d'avoir des retours du terrain. Donc si on a des remarques, effectivement, c'est vraiment le moment de les faire remonter. Vas-y, slide suivant, s'il te plaît, Olivier. Donc, je vous rappelle, hein, juste les principes que s'était fixé la présidente quand elle a commencé les travaux, hein. Elle veut que le label reste un label généraliste, donc c'est pas Greenfin, c'est pas un label orienté biodiversité ou climat, c'est un label généraliste, donc branché ESG. Mais elle voulait renforcer l'exigence de double matérialité qui était apparue un petit peu dans la version 2, mais qu'on n'avait pas vu complètement jusqu'ici. Elle voulait le renforcer et intégrer systématiquement la dimension climat. Ça, c'était une urgence, et elle l'a souligné à plusieurs reprises, c'était vraiment important pour elle. J'ajouterai un quatrième point qui est important aussi, surtout pour les sociétés de gestion, c'est l'alignement avec la réglementation européenne, qui a été une constante dans les travaux, hein. C'est que souvent, ils se sont référés, vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui viennent de la réglementation européenne, afin de ne pas faire doublon, parce qu'on considérait que c'était déjà assez lourd. Et donc, ce n'était pas la peine non plus d'en rajouter. Et donc, il y a un alignement avec un certain nombre de règles de SFDR. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Oui, je t'en prie. Rajouterais un point, c'est Alors, que justement, ouais, en fait, le label, s'il avait besoin de changer, c'est aussi parce que les réglementations ESG, elles sont assez récentes, elles sont de 2021, alors que l'ancien référentiel était de 2020. Donc maintenant, les exigences de la CFDR étaient parfois plus poussées que l'ancien label. Donc il fallait rénover ce label et être beaucoup plus exigeant. attention, ce dont on parle, c'est le label valeur mob, hein, puis valeur mobilière, puisque vous savez que déclinaison immobilière du label. Là, les travaux, ils viennent juste de commencer, avec pas mal de membres à faire aussi, puisqu'on est très majoritaire dans les auditeurs les valeurs immobilières à la FNOR et aux AFR. Donc, on pèse sur les débats. Ça vient juste de commencer les travaux, hein. Donc, pour l'instant, ils sont en train de recueillir aussi des avis. Il y a aussi à bien se voir qu'il va pouvoir avoir des variantes spécifiques. Souvent, vous verrez que dans le texte, il est fait référence à un socle. L'idée de la présidente, c'était que le label ISR aujourd'hui soit un socle sur lequel on puisse bâtir et qu'on puisse avoir des approches spécifiques, notamment pour des fonds qui rentrent difficilement dans les cases aujourd'hui, le monétaire, les fonds thématiques, sur lesquels il a été prévu des petites spécificités, mais aujourd'hui, c'est quand même pas un label qui est prévu pour vraiment ces approches-là. Donc, c'est possible qu'à terme, on ait des variantes, et c'est le but des sous-comités qui ont été mis en place et qui commencent cette semaine. Et des sous-comités de travail permanents du label qui vont commencer à travailler sur des ajustements et voir des développements avec l'inclusion de nouvelles thématiques. Et puis, le ministre a demandé aussi une déclinaison du label pour le private equity, puisque vous savez qu'aujourd'hui, tout est basé sur le côté, hein. Il n'y a rien de prévu pour le non-côté. Juste un petit remarque sur les fonds de fonds, il n'y a pas de remarque, il n'y a pas de changement, hein, fondamentalement, parce qu'on nous pose souvent la question. Il y avait avant une référence à d'autres labels européens dans les fonds de fonds. On pouvait inclure dans les fonds de fonds des fonds qui étaient labellisés avec d'autres labels européens. Maintenant, ça c'est terminé. Ce sera uniquement des fonds investis dans d'autres fonds du label ISR qui pourraient être fonds de fonds. Mais sinon, sur les fonds de fonds, vraiment pas de changement particulier.
Donc, on regarde la structure en 6 piliers. Vous allez, si vous êtes familier déjà avec le label, mais le label était basé sur six piliers, 6 parties différentes. On va garder la structure en 6 piliers, même s'il y en a un pilier qui va changer un petit peu, mais la structure, grosso modo, reste la même. Et c'est un peu piégeux parce que, comme le disait Olivia et comme le disait Yasmine aussi ce matin quand on en discutait, c'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression que comme on est passé de la V1 à la V2 assez facilement, on voit la structure, ça reste la même, on se dit voilà, ça va être facile, alors qu'en fait, on sait que la marche va être très importante, hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent quand même. Alors, sur le pilier 1, c'est quoi? C'est la manière dont les fonds ils doivent annoncer leurs stratégies, leurs objectifs. Ouais, vas-y. Donc, qu'est-ce qui va changer dans cette partie-là? Donc là, il faut toujours annoncer ses objectifs ESG du fonds. Simplement, maintenant, il va falloir aussi être conforme à la réglementation SFDR, c'est-à-dire qu'il va falloir dire alors pour ceux qui sont familiers avec l'article 3 et l'article 4 de SFDR, il va falloir dire comment on prend en compte les PAI et si on prend en compte et comment on prend en compte dans l'article 3 l'investissement, les investissements durables. Et surtout, on va s'aligner avec les PAI, il va falloir choisir dans les PAI dans tous les PAI, il va falloir choisir 2 PAI à la place des indicateurs qu'on avait précédemment dans le label. Les fonds maintenant vont devoir afficher 2 PAI et 2 PAI sur lesquels ils s'engagent à surperformer. Alors ça, c'est un très très gros changement. Alors déjà parce qu'on s'adosse, comme je vous l'avais dit, à la réglementation européenne. Et puis parce qu'on en discutait il y a quelques minutes avec Yasmine, c'est quand même un gros sujet pour plein de petites sociétés de gestion qui n'ont pas les PAI aujourd'hui. Les PAI, pour en dessous d'une certaine taille, c'est optionnel, hein. Donc là, toutes les petites sociétés de gestion qui veulent continuer à avoir le label, il va falloir qu'ils achètent les PAI au moins pour leurs fonds. Et en plus, qu'ils s'engagent, donc ils en choisissent 2 et qu'ils s'engagent sur ces 2-là à surperformer. Donc ça, c'est un changement assez significatif qui vient à la fois de la logique de double matérialité et de la logique d'adossement à la réglementation européenne. Oui, Olivia. Alors, sur la sélection des PAI, effectivement, on ne peut pas prendre n'importe quel PAI. Il va falloir qu'on regarde un petit peu les PAI qui sont cohérents avec les objectifs ESG du fonds, hein. Si vous avez un fonds qui est plus avec une orientation sociale, il faudra prendre dans les PAI sociaux. Si c'est plus environnemental, dans les PAI environnementaux. Si vraiment vous êtes coincé et qu'il n'y a pas d'indicateur pertinent, on pourra choisir un indicateur, mais il faudra qu'il reste un PAI quand même, mais un indicateur spécifique en justifiant pourquoi cet indicateur il est mieux et comment il fonctionne. Et dernier point qui peut paraître anodin, mais qui est quand même important, c'est que l'engagement de surperformance extra-financier sur les PAI, il devra être inscrit dans la documentation réglementaire. Ça, c'est une nouveauté. C'était pas explicite C'était quelque chose que nous, on regardait en tant qu'auditeur, qui était un peu attendu, mais qui n'était pas explicite dans l'ancien cadre. Maintenant, c'est explicite. Il faudra que ce soit inscrit dans la documentation réglementaire. À définir ce qu'est la documentation réglementaire, ce n'est pas nécessairement le prospectus, mais c'est quand même un engagement fort sur ces 2 points-là qui étaient un petit peu aujourd'hui pas souvent bien traités par les sociétés de gestion parce qu'on les retrouvait souvent dans le code de Transpa ou dans des documents annexes, comme les indicateurs du label ISR. C'était un peu mis à part. Là, c'est vraiment, on les remet au cœur du process et des objectifs et de la documentation. Donc ça, c'est important. Ouais, Ça peut être mis dans le document précontractuel. La ouais. deuxième version du document précontractuel, ce sont les indicateurs. Donc, vous pouvez les mettre là si vous cherchez un document réglementaire. Donc le pilier 2, ça c'est le pilier 1, on l'a vu. Le pilier 2, c'est tout ce qui est comment vous faites l'analyse ESG des émetteurs et tous les moyens qui sont mis en œuvre. Donc là, on reste sur le même principe que le pilier 2 précédent. Simplement, ce qu'on va avoir maintenant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être renforcées, et notamment la prise en compte des enjeux climatiques. Vous allez voir sur un certain nombre d'acteurs, et ce qui va être obligatoire avec l'analyse des plans de transition. Donc ça, c'est vraiment un point crucial qui va demander aussi beaucoup d'efforts. Oui, vas-y. Alors, je n'ai pas mentionné, il y a un autre texte qui est important aussi, parce qu'il date de novembre 2020, c'est le guide de l'audit. C'est ça, c'est 2020, hein, Yasmine, si je m'abuse. Il est toujours valable. On a posé la question au comité du label pas plus tard vendredi dernier. Il est toujours valable. Il y a des petites incohérences avec le texte final. Il y a des choses qui ont été prises du guide de l'audit, qui ont été mises dans le texte final du label. Quand c'était trop long, ils ont laissé dans le guide de l'audit et il y a encore des incohérences à nettoyer. Mais le guide de l'audit, il est toujours valable, je dis ça, puisque il y a des points qu'on va aborder là qui seront abordés dans le guide de l'audit. Donc n'hésitez pas à vous y référer aussi si vous avez des questions, parce que il est toujours d'actualité. Alors, le premier point, effectivement, qui était quelque chose qu'on avait déjà travaillé dans le guide de l'audit précédemment de nous, c'est le renforcement sur l'attention sur la cohérence de l'univers avec des limites maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous investissez, quand vous dites on fait un fonds ESG avec un univers très précis, voilà le cadre, voilà le périmètre dans lequel je suis, voilà l'univers auquel je me réfère, il faut que vous prouviez
que l'univers auquel vous vous référez et sur lequel vous allez battre les indices, vous allez vous comparer, il est cohérent avec votre fonds. En d'autres termes, vous ne pouvez pas effectivement choisir de prendre par exemple un MSCI Monde pour un fonds France. Bon, ça c'est l'exemple un peu bête, mais c'est ça. L'idée, il faut que ce soit vraiment cohérent avec des limites qui sont fixées maintenant dans le texte. C'est-à-dire que si l'univers décale trop, notamment en termes sectoriels, géographiques, avec des limites de plus ou moins 5%, vous devez recalculer l'univers de façon permanente. Donc ça, c'est vraiment important, puisque c'est quelque chose sur lequel il y avait beaucoup de déviations, on en voyait. Mais par contre, c'est aussi une pénalité pour certains univers qui sont très restreints. J'ai évoqué tout à l'heure le thématique, ça peut être un problème. Donc là, le thématique, il est abordé spécifiquement, hein, le thème du label là-dessus. Il y a une manière spécifique de construire les univers thématiques. Vous y référez si vous avez besoin de travailler là-dessus. C'est pas complètement satisfaisant, mais c'est une première approche pour montrer que le label est bien conscient qu'il y a il y a des univers un petit peu, il y a des classes d'actifs, il y a des styles de gestion, il y a des univers qui sont vraiment spécifiques et qui ne pouvaient pas aborder directement. Pour le coup, Euh, mis oui, à l'agrément à un nouveau fonds, le régulateur maintenant regarde vraiment l'indice pris en compte pour l'ESG. Donc, vous le faites pour le label, mais de toute façon, le régulateur va regarder aussi ça. voilà. De toute façon, c'était aussi quelque chose qui était repris dans la 2020-03, la définition de l'univers. Il y avait des éléments du label qui étaient dedans. Donc, effectivement, l'AMF, il continuerait à faire référence. Et puis, il faut prendre effectivement les PAI, hein, donc tout ce qui est incidence négative de vos placements doivent être pris en compte dans le processus ESG. C'est toujours la même chose maintenant, comme ce soit au niveau européen. C'est bien de faire de l'ESG, mais on fait attention de pas faire de mal avec nos placements. Oui. Alors, les enjeux climatiques, ça, je vous l'avais dit, c'était une des clés. Et une des manières qu'ils l'ont fait, c'était de permettre l'investissement dans les secteurs à fort enjeu climat, mais avec des conditions d'exigence spécifiques. Alors ça fait l'objet d'énormément de débats, de beaucoup de travaux. Et donc, ce que voulait ce que voulait le comité du label, c'est dire, OK, bon, il y a certains secteurs qui sont très engagés, qui pèsent aujourd'hui sur le climat, mais aussi qui sont aussi engagés dans une transition. Et on ne veut pas complètement se couper de ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser l'investissement dans ces secteurs dans une certaine limite et avec certaines contraintes. Olivia, si tu passes. C'est que tous les secteurs, donc tous ces secteurs qui sont identifiés au sein de SFDR, hein, il y en a 9, ils sont identifiés par un code NAS, on peut les voir. Et il faut montrer sur ces émetteurs, au moins sur 15% des émetteurs qui ont une stratégie de transition climatique crédible vis-à-vis des objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris. C'est-à-dire, on va regarder toutes les entreprises qui sont dans ces secteurs, qui relèvent de ces secteurs. Il va falloir récupérer leur stratégie de transition et s'assurer qu'elles sont en ligne avec les accords de Paris. Plus 20% supplémentaires doivent faire, c'est-à-dire que sur le paquet que vous avez de ces entreprises, il y en a 15%, vous devez analyser les plans de transition, et 20%, vous devez les engager pour les aider à améliorer, pour les engager, pour les pousser à améliorer leur stratégie de transition. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort qui va probablement limiter fortement de toute façon l'investissement dans ces structures, parce que là, on parle de moyens quand même qui sont assez considérables. Puisqu'en plus, non seulement il faut l'analyser en amont, mais en aval, il va falloir suivre. Il va falloir suivre la trajectoire réelle. Est-ce qu'ils sont toujours en ligne avec ce qu'ils avaient dit ou pas? Et il va falloir les engager si ça décale. Alors, c'est pas sur même sur ces émetteurs-là, hein, c'est pas sur tous ces émetteurs, mais même sur la petite partie que ça va représenter, c'est quand même des enjeux d'analyse complémentaires qui sont considérables, voire des enjeux de données aussi qui sont vraiment importants. Donc, soit on se coupe complètement, soit si on y va, il va falloir quand même mettre un petit peu plus de moyens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est lié vraiment à la volonté du label ISR de s'engager sur la partie climat. Oui, Fournisseurs de données, justement, qui travaillent pour oui, voir comment ils peuvent aider les sociétés de gestion à faire cette analyse, parce qu'elle est très chronophage et qu'elle exactement. soit conforme à tout le monde. Yasmine, je te laisse parler Justement, des ouais, controverses. exactement. Sur les suivis des controverses, alors, bien souvent, on voit que dans toutes les procédures, on a le suivi des controverses, mais aujourd'hui, avec ce nouveau label, en fait, ce sera beaucoup plus formalisé. Ça veut dire que non seulement ça doit être dans la procédure, mais on doit vérifier comment se tiennent les comités, comment sont décidés si une controverse, elle est grave, simple, avérée ou non. Donc, quels sont vos outils, comment vous avez analysé, qui a analysé et surtout le suivi. Qu'est-ce que vous mettez en place après? C'est dès lors que vous avez déterminé que c'était une controverse qui était importante,
Est-ce que vous allez sortir l'émetteur de votre portefeuille? Est-ce que vous allez vous engager vis-à-vis de lui pour qu'il s'améliore vis-à-vis de cette controverse? Donc tout ça, ça doit être formalisé. Et derrière, il y a un rapport. Et le rapport, le suivi de ces controverses sera bien entendu utilisé pour votre gestion. Donc, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit décider et vous devez vérifier s'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre la société de gestion et les émetteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est conformité, mais là, vous devez le formaliser. Une fois de plus, c'est des choses bien souvent que vous faisiez, mais la clé, c'est de formaliser toutes les décisions, d'avoir un tableau et de suivre tout ça. Oui, Olivier. Donc, pilier 2, voilà tout ce qui les nouveautés, hein. Encore une fois, on ne s'attarde pas sur ce qui reste la même chose, mais c'est plutôt vraiment les grosses avancées. Le pilier 3, lui, concerne la construction du portefeuille. Alors, il y a quelques nouveautés. Il y a eu ça c'était le gouvernement, d'ailleurs, oui, c'est ça qui est revenu sur l'ESG, puisqu'au départ, il y avait une exigence que la notation ESG soit faite au moins équilibrée, hein, c'est-à-dire qu'on devait prendre au moins 20% dans la note, au moins 20% sur le E, au moins 20% sur le S, au moins 20% sur le G, pour être sûr qu'on ne favorise pas des entreprises qui ont 80% sur le G, mais qui sont très mauvaises en environnemental, par exemple. Donc, l'idée, c'était d'avoir une approche équilibrée de la note. Ça a été changé pour des problèmes techniques, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises beaucoup de sociétés de gestion et beaucoup de fournisseurs de données qui sont sur des systèmes de notation qui n'allaient pas exactement avec ça. Maintenant, on a le droit d'avoir une sous-pondération inférieure à 20% sur un des piliers, simplement, il faudra la justifier. Et il faudra expliquer pourquoi c'est pas matériel et pourquoi ça pose pas de problème. Parce que si on est sur un secteur où le E n'a aucun intérêt, ou etc. Donc là, il va falloir quand même justifier cette note, mais il n'y a plus d'obligation de seuil, comme ça avait été inscrit dans le texte de départ. On est évidemment maintenant, on est toujours, alors ça c'est vraiment technique, mais on est toujours sur une moyenne pondérée maintenant, soit par la CAPI, soit par la valeur d'entreprise quand il s'agit de dette, mais il n'y a plus de moyenne en nombre. Ça, c'est un petit changement qui a été éclairci, sur lequel on traîne aussi depuis des années, mais ça y est, maintenant ça s'est éclairci. Et surtout, ce qui a fait le plus de bruit, c'était le passage des réductions d'univers ou d'amélioration d'univers de 20% à 30%. Je vous rappelle, c'est quoi, hein? C'est que vous avez deux possibilités dans la construction de votre portefeuille. Soit une fois que vous avez définit votre univers, vous le réduisez, vous en enlevez 30%, en l'occurrence, maintenant, vous enlevez un tiers de l'univers, et maintenant vous travaillez plus cet univers-là sur la base des notes ESG, en disant, voilà, tu enlèves les 30% plus mauvais, ça c'est la réduction d'univers. Soit vous êtes en amélioration de notes. En amélioration de notes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous comparez à l'univers dont vous avez enlevé, vous comparez l'indice de l'univers dont vous avez enlevé les 30% les plus mauvaises valeurs. Alors, il y a aussi là où il y a une petite avancée, c'est qu'avant, quand vous compariez, quand vous étiez en comparaison, vous pouviez investir dans n'importe quelle valeur, de toute façon, à partir du moment où en moyenne, vous étiez supérieur à l'univers. En d'autres termes, vous pouviez aller chercher des entreprises qui étaient vraiment pas bien d'un point de vue ESG, si vous en aviez une ou deux dans le portefeuille, mais que la moyenne générale était meilleure que l'univers, c'était OK. Maintenant, vous pouvez faire ça, mais si vous faites ça, il faut aller engager ces entreprises. Vous ne pouvez pas les laisser juste comme ça dans le portefeuille, il faut aller les voir et les aider à s'améliorer d'un point de vue ESG. Donc ça, c'est encore une petite nouveauté qui renforce, c'était un peu un trou, un peu un flou qu'il y avait dans l'ancien texte. Voilà, donc ça, c'est clairement renforcé aujourd'hui. C'est une des obligations d'engagement qui est imposée par le label ISR. Ouais. Donc, il y a 3 types d'exclusion maintenant sur le portefeuille. Donc ça, c'est la grande nouveauté, hein. Puisque vous savez que le label ISR, c'était le seul label européen qui n'avait pas d'obligation d'exclusion, hein, par rapport à tous les autres labels européens. Donc la grosse nouveauté, c'est maintenant des exclusions. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur les énergies fossiles. Je pense que la presse en a longuement fait l'écho, hein. Donc, c'est les énergies fossiles non conventionnelles, ça c'était une évidence depuis le début. Mais surtout, ce qu'a rajouté, là, c'est encore une fois, c'est Bruno Le Maire, le gouvernement, c'était un choix. C'est le deuxième pavé, hein, l'exclusion de tout émetteur développement de nouveaux projets d'exploration, d'extraction, de raffinage. Donc, ce qui exclut de facto les gros pétroliers et les gros producteurs d'énergie fossile habituels. Et on a aussi, donc, sur le charbon et l'électricité, on a aussi des fortes exclusions. Donc ça, c'était vraiment pas du tout là, du tout au début dans les travaux qu'on a fait sur le label. Et on est arrivé à quelque chose de finalement assez strict là-dessus, qui renforce quand même la crédibilité du label sur ces questions-là. C'était pour ça que Olivia s'est battue avec
avec son appel et sa pétition. Voilà, donc ça a marché, même si effectivement, je pense que beaucoup de gens ont été déçus que ça n'y paraisse pas. Aujourd'hui, ça y est quand même. Alors, je vous avoue que là-dessus, on n'a pas encore abordé ces questions-là avec le comité, de savoir comment on va juger, parce que le diable est dans les détails, comme d'habitude. Donc j'espère que quand on parle de nouveaux projets, on parle bien de nouveaux projets, pas de projets qui sont euh, si Total nous dit oui, mais ça, c'est des projets que j'ai dans les cartons depuis 15 ans, maintenant je le sors, mais c'est pas un nouveau projet parce qu'on travaille dessus depuis 15 ans. J'espère que ça va pas permettre de passer à travers les mailles du filet. Donc, on attend de voir un petit peu ça, les règles d'audit là-dessus, mais ça, c'est des travaux qui vont être menés avec le comité qu'on n'a pas encore entamé. Donc, on va voir tout ça. Oui, critères de social. Donc, ça, c'est. Il y a tout ce qui est maintenant les entreprises qui sont soupçonnées de violation grave des principes des Nations Unies, ça en exclut. Tout ce qui est armement controversé, évidemment, on exclut. Et tout ce qui est distribution du tabac ou produits contenant du tabac, ça c'est exclu aussi. Donc ça, c'est des choix vraiment du comité d'exclusion. Et on a un dernier volet qui sont les exclusions de gouvernance. Là, qui sont plus classiques, c'est des exclusions qui sont basées sur c'est la slide suivante. Olivia, sur tout ce qui est fiscal, en fait, GAFI, fiscal, donc tous les pays qui figurent sur les listes du GAFI ou dont l'indice de corruption est très mauvais. Donc ça, c'est vraiment les critères d'exclusion gouvernance. Donc on a 3 piliers d'exclusion maintenant, ce qui est alors là vraiment très nouveau sur le label. Il y en a certains qui existaient déjà, hein, il y en a certains qui étaient pratiqués par les sociétés de gestion, ça ne va pas faire énormément de changements. Clairement, le problème des énergies fossiles, c'est vraiment la plus grosse avancée, puisque comme on le sait, même dans les fonds labellisés ISR, il y avait encore beaucoup de Total. Donc, à voir comment ça va être traité. Mais aujourd'hui, c'est comme la plus grosse avancée. Je l'ai mis tout en bas, en note de bas de page. Il n'y a pas de changement sur les dérivés. Ça ne concerne pas exactement ce pilier-là, mais dans la construction du portefeuille. Dernier point, il n'y a pas eu vraiment de modification sensible sur l'utilisation des dérivés. On est toujours sur la même logique, hein. Si vous utilisez des dérivés pour protéger les risques traditionnels du portefeuille et que ça ne change pas la nature ESG du portefeuille et que ça protège l'investisseur, c'est OK. Si vous utilisez des dérivés pour faire de l'exposition à d'autres secteurs ou pour essayer de contourner les règles, ça ne sera pas bon. En fait, c'est un peu ça l'esprit. Donc ça, c'est pour le pilier 3. Le pilier 4, je vais laisser la parole à Yasmine. Donc c'est vraiment l'engagement qui est vraiment, là par contre, aussi une grosse avancée du label qu'on ne voit pas toujours, mais qui est une grosse avancée. Exactement. En fait, le but, c'est pas simplement que les sociétés soient ESG, mais de les amener vers l'ESG. C'est aussi ça, le but du label. Donc, c'est de bien vérifier que, au niveau, par exemple, l'engagement, ça se fait par 2 moyens, par le vote et aussi par tout ce qui est dialogue. Donc, le premier point, c'est tout ce qui est vote. Jusqu'à maintenant, ça rentrait déjà dans le pilier 4, mais il n'y avait pas d'obligation en termes de niveau, de pourcentage de participation aux AG. C'est le gros changement, c'est qu'à partir, alors ça va être graduel, mais on va devoir avoir 90% des participations aux AG françaises et 70% si elles sont non françaises. Ça veut dire une organisation à mettre en place qui est assez importante, puisque, comme vous le savez, rien que l'étude de la résolution et le vote, mais ça veut dire aussi le suivi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voter, mais c'était de faire un rapport et dire en quoi votre vote est conforme à votre engagement et à la justification de votre stratégie ESG du fonds. Donc, c'est ça qui est très important. Tout ce qu'on fait, on doit le formaliser et le justifier. Le deuxième point, c'est tout ce qui est engagement. Et là, jusqu'à maintenant, il y avait des sociétés qui, tu peux me passer, hein, qui estimaient qu'elles envoyaient un mail au sous-jacent et c'était suffisant, à l'émetteur. Non, maintenant, non seulement la procédure doit être claire et non trompeuse, avec comment on va le faire, quels sont les objectifs, il faudra définir aussi quel est la durée de cet engagement, quand l'émetteur va devoir rendre des comptes et à quel moment on pourra considérer que son engagement est rempli. Et s'il ne remplit pas ses engagements, alors il faudra aussi dans la politique définir quelles sont les actions. Est-ce qu'on sort, un peu comme les controverses, est-ce qu'on sort du portefeuille cet émetteur ou comment on peut l'aider pour qu'il arrive à ses résultats? Donc, et tout ça, on doit le formaliser dans le rapport d'engagement. Je vous rappelle qu'à aujourd'hui, la majorité des sociétés font un rapport d'engagement pour la société
Demain, il faudra faire pour chacun des fonds. Et ça, c'est vraiment une formalisation importante, c'est-à-dire qu'il faudra rappeler la politique d'engagement liée à ce fonds, donc ses objectifs, les moyens mis en place pour respecter et la mettre en œuvre, cette politique d'engagement, combien d'actions on a mis pour le fonds, donc combien il était considéré en termes de poids de cet émetteur, comment on a classifié cette action d'engagement, si on a eu des procédures d'escalade, quelles ont été ces procédures et derrière, quels sont les résultats. Si on a participé à des actions collectives, alors est-ce que c'est simplement on a signé une pétition ou est-ce qu'on est allé vraiment s'engager de manière personnelle, physique, auprès de cette société? C'est vraiment important ces procédures d'escalade et ils nous ont demandé, en fait, le comité a été assez strict là-dessus, de vérifier la temporalité, c'est-à-dire vous pouvez pas dire on verra ça. Enfin, il faut vraiment avoir un calendrier très précis et un suivi. Ce dont on a discuté la semaine dernière, c'est aussi que les sociétés de gestion maintenant doivent avoir des fichiers de suivi, effectivement, avec les rencontres, les rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on n'a pas avancé, de manière à suivre la progression de leur stratégie d'engagement, qui sont encore une fois différentes de juste du simple dialogue qui aujourd'hui est plus suffisant et pas admis en tout cas. C'est pour ça qu'on peut faire un lien entre les controverses, l'engagement, les votes. Tout ça, c'est vraiment amener à une meilleure prise en compte de la durabilité par les entreprises et justifier de ce qu'elles ont mis en place. Et toujours en accord avec son fonds. Donc, il y a des engagements, pour le coup, qui sont obligatoires. Et tout à l'heure, Kim en parlait. C'est dès lors qu'on a choisi un indicateur de performance, bah, il faut bien vérifier que lié à cet indicateur, les engagements sont pris par les émetteurs. Donc, s'il y a un émetteur qui a une stratégie de transition, alors il faudra pareil justifier de cet engagement. En amélioration de la note, donc parallèle de ce qu'avait dit Kim, eh bien, il faudra bien démontrer, donc formaliser, démontrer pourquoi on a pris cet émetteur qui était dans les plus mauvais de l'univers, mais comment on l'a amené à être meilleur. Donc ça, c'est l'engagement. Quelles sont les actions et à combien de temps? La temporalité. On sait très bien qu'on ne peut pas s'améliorer en un an. Il y a certains engagements qui ne peuvent pas être résolus en un an. Mais voilà, sur un an, 2 ans, 3 ans, et comment est l'évolution? Et c'est pour ça que le suivi est important. C'est que bah, peut-être au début, on est un peu lent. Il faut que ça s'accélère au bout de la deuxième et troisième année. C'est des objectifs quand même maximum 5 ans. On ne peut pas donner des objectifs à 30 ans non plus. Donc ça, c'était pour le pilier 4. Le pilier 5, en fait, il y a très peu de changements, puisque c'était sur la communication et aussi sur le contrôle interne. Pour rappel, pour le contrôle interne, c'est bien la société de gestion qui doit vérifier que le référentiel et la politique ESG est bien respecté. C'est pas parce que vous avez un label et que vous êtes audité que ça remplit cet objectif. Donc ça, ce serait une non-conformité typiquement. Après, il y a la présentation de l'univers va potentiellement un peu changer puisqu'il y a des obligations, notamment avec le nom de l'émetteur, l'ISIN, etc. Et après, bon, ça c'est anecdotique, je dirais, c'est procédure d'identification des changements substantiels si votre stratégie ESG venait à être modifiée. C'est pour les auditeurs, hein. En fait, ce qu'on vérifie, Voilà. c'est juste que vous n'oubliez pas d'avertir, pas les auditeurs, d'ailleurs, les organismes certificateurs des changements sur le fond. Juste petite précision sur la publication de l'inventaire. Pareil, ça fait l'objet de. Parce qu'on est sur le pilier 5-6, on a parlé vendredi dernier. Il se trouve que la plupart des sociétés de gestion aujourd'hui s'appuient sur le rapport annuel pour la publication des inventaires. Puisque vous savez que dans le rapport annuel, normalement, vous avez un inventaire audité à la fin du rapport, donc ça suffit, hein, puisque ça suffit à cocher la case de la publication obligatoire annuelle dans les 6 mois qui suivent la clôture, donc on est bien. Simplement, une remarque qui a été faite, c'est qu'effectivement, c'est pas toujours lisible pour l'investisseur. Bon, mais ça, et pour l'instant, le comité là-dessus a décidé d'être light, parce que ça fait déjà beaucoup de choses par ailleurs, donc ils vont pas insister sur une publication par ailleurs de l'inventaire, on est OK avec ça. Et moi, d'un point de vue personnel là-dessus, ce qu'on a constaté, c'est de faire attention aussi au format de publication, parce que souvent, c'est les comptables qui font les rapports annuels et ils n'ont pas les mêmes formats de publication que vous. Et les tableaux, je vois Yasmine qui sourit, mais je pense qu'elle a la même genre d'expérience que moi. Les tableaux qu'on récupère à la sortie, souvent, c'est pas des tableaux au format financier.
Et donc, il n'y a pas toujours exactement les données qu'on voudra avoir, notamment là maintenant les obligations qu'on va avoir avec le code ISIN, etc. Sans compter des petites déviations. Il y a des logiciels qui ne sont pas à jour. On a des entreprises qui ressortent complètement bizarrement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dans votre rapport annuel parce que je sais que ce n'est pas lu en général, surtout cette page-là dans les annexes avec la publication de l'inventaire du fonds, mais c'est quelque chose sur lequel il faut regarder juste un tout petit peu. Ce n'est pas un gros travail, mais c'est quelque chose qui mériterait d'être regardé. L'ISIN et le poids, typiquement, n'y sont pas. Moi, je ne l'ai jamais vu. Euh, on a bien le nom de l'émetteur, mais c'est tout. Et parfois, le nom de l'émetteur, si on prend une société qui a X sociétés, par exemple, la société Paris, il y aura Paris SA, Paris euh, LTD, etc. C'est pas toujours précisé. Or, pour votre émetteur, ça peut avoir un impact. Donc, il faudra être très précis. Et autrement, sur le suivi des performances ESG, là, il y a surtout un point qui est complémentaire par rapport à avant, c'est tout ce qui est la publication des PI. Donc, c'est c'est une des grosses nouveautés hein, sur le label qui peut avoir des conséquences parce qu'il faut acheter bien souvent les données des PI. Et derrière, il faut faire un reporting. On, donc, certaines sociétés ont déjà l'obligation, comme l'a dit Kim tout à l'heure, sur la déclaration des PAI au niveau de la société de gestion. Maintenant, au niveau du fonds, vous allez devoir faire un rapport un peu identique en indiquant le taux de couverture de chacun des PAI, les méthodes de calcul, quand elles ne sont pas définies par la réglementation. Et clairement, il y en a énormément qui ne sont pas définies. Quelles sont les difficultés? Alors, vous ne pouvez pas dire, voilà, mon taux de couverture, il est de 0 parce que je n'ai jamais réussi à récupérer la donnée. Ça, ce n'est pas possible. Mais par exemple, si vous avez des données avec deux méthodes de calcul, c'est comment faire la somme? Impossible. Donc, ça, vous devez le définir. Démontrer, donc ça veut dire qu'il y a un suivi dans le temps, l'amélioration notamment des PAI, l'aggravation. Et il faut bien vérifier qu'il y a une comparaison entre votre fonds et l'univers. Donc, pour démontrer encore une fois que vous en tenez compte. Parce qu'aujourd'hui, la prise en compte, c'est assez... il n'y a pas vraiment de définition, mais via cette comparaison, on peut déjà voir si vous avez eu des actions ou si vous en tenez en compte pour votre stratégie. Donc, le PAI sera un travail important aussi de reporting. Et pour rappel, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais là, on fait souvent référence au PAI, donc à SFDR. Il y a une RTS qui est en cours de rédaction qui va augmenter le nombre de PAI obligatoires. Donc, il faudra bien se mettre à jour sur ces nouveaux PAI. Ce sera en évolution avec le temps. Alors, synthèse des points clés, hein. Donc, on a une conformité avec SFDR, comme on vient de le voir à plusieurs reprises, effectivement, sur les PAI, notamment. La publication des articles 3 et 4 qui vont être obligatoires, enfin qui sont déjà obligatoires, mais on vérifiera que c'est là. Le processus d'analyse de ESG est changé, avec notamment la partie sur les fonds, sur les valeurs qui sont à fort impact climatique, hein, donc identifiées par leur code NAS au niveau européen. La construction de l'univers qui doit être vraiment maintenant vraiment cohérente avec celle du fonds et tous les nouveaux seuils avec 30%. Tout ce qui est exclusion, donc une des grosses nouveautés, exclusion environnementale, exclusion sociale, exclusion gouvernance, et puis engagement, qui est vraiment la partie pour moi qui était le pilier 4, qui était un peu la partie pauvre du label précédemment et qui devient vraiment un pilier très très important, qui va demander beaucoup de travail. Comme disait Yasmine, hein, c'est maintenant il va falloir voter à 90% des AG, ce qui n'est pas une évidence, hein, quand vous êtes une société de gestion, que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas recours au service d'un prestataire là-dessus, quand vous faites ça tout seul, c'est un travail, on en parlait tout à l'heure, en termes de boulot pendant la saison des votes, c'est quand même un énorme travail. Donc ça va être une obligation qu'on vérifiera nous. Donc Et voilà, même ça quand c'est vous vraiment avez les un gros changements. provider. Même Ouais, quand vous avez un provider, même quand il y a un provider. c'est Ouais. le message. Alors, pourquoi le message qu'on voulait faire passer aussi, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le référentiel, il a été publié le 12 décembre, et ce qui a été prévu, ce qui a été appliqué, c'est qu'on avait, alors ils ont mis c'est 2 mois et demi en fait, en gros, il a été publié le 12 décembre, il rentrera en application le 1er mars.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une période un petit peu de stop pour toutes les nouvelles labellisations. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui, si vous êtes un nouveau fonds qui veut se faire labelliser, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à être labellisé. Enfin, vous pouvez demander, hein, vous aurez, mais vous n'aurez pas d'intervention après le 1er mars. Donc ça sera ça, c'est la nouveauté. Pour tous les autres, les anciens fonds qui sont déjà labellisés, ce qui va être appliqué, c'est une période, ce qu'on appelle de transition entre le 1er mars et l'entrée en vigueur définitive au 1er janvier 2025. Et donc, dans cette période, on aura ce qu'on appelle des non-conformités de transition, c'est-à-dire dans notre jargon d'auditeur, nous on vient, on dit bah, il y a des choses qui ne sont pas conformes, mais c'est parce qu'on est en phase de transition. Donc, je vous les signale parce que je suis obligé, on est face à un référentiel qui les indique, mais vous n'êtes pas conforme. Simplement, on ne peut pas vous enlever le label pour ça. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est plus des indications sur, ce qui vous reste, enfin, sur ce qui vous reste à faire ou sur ce sur quoi il reste à travailler pendant l'année qui vient. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un peu de temps, puisque de toute façon, ceux qui ont le label, on ne pourra pas leur retirer avant 2025, en gros, hein. C'est ça que ça veut dire si on est pratique. Euh, Sauf si vous décidez de vous retirer de vous-même, mais aujourd'hui, vous pouvez encore porter le label pendant jusqu'à 2025, je suis presque pendant un an. Euh, Et L'enjeu attention, là-dessus, ça va quand être. vous dites, lors de l'audit, en fait, on va pas regarder si vous êtes conforme à la V3. Déjà, on va vous demander est-ce que vous pensez être conforme à la V3. Et nous, on fera un contrôle global et pas Oui, par pilier, parce qu'on ne fait pas de conseil quand on est auditeur. c'est un problème sur lequel on travaille depuis 2-3 semaines avec le comité, effectivement, de ne pas se mettre en travers de Ça, nos faut- obligations d'auditeur en faisant des prestations de conseil. Donc, on n'a pas le droit de vous dire ce qui ne va pas. Donc, en fait, parce que ce que nous demandait le comité du label, c'était de vérifier par rapport à la V3, de faire des non-conformités. Mais si on faisait point par point, grosso modo, on expliquait ce qui allait pas. Et on était tout près du conseil, on était dans une zone de flou avec lesquelles on n'était pas à l'aise. Donc là, pour l'instant, la position du comité, c'est de dire on va demander à l'avance des audits sur les fonds et donc existants qui se renouvellent et ils diront si oui ou non ils considèrent qu'ils ont travaillé sur la V3. S'ils n'ont pas travaillé sur la V3, on mettra une non-conformité globale de transition en disant ben, vous n'êtes pas à jour là-dessus. Et s'ils ont travaillé, ben, on auditera comme si on était sur la V3. Donc ça, c'est des choix que vous avez jusqu'à 2025 et qui vous donnent du temps. Et encore une fois, ce temps, il est nécessaire puisque comme le référentiel a bougé, donc je suis conscient qu'il y a des versions des référentiels qui circulent depuis l'été, mais quand même, on a le définitif que depuis décembre. Bon, ça veut dire qu'on a quand même 6 mois, 9 mois, un an pour travailler tranquillement sur sur les évolutions à venir. Et c'est pas rien, hein, parce que c'est clair que l'enjeu, il est fort. Un petit peu en termes de gestion, c'est sûr. On en parlait avec Olivia et Jasmine en préparant ce séminaire. C'est clair qu'il y a un enjeu en termes de gestion, notamment pour des gestions spécifiques qui aujourd'hui ne se retrouveraient plus dans les cases. Ça, c'est vrai. Et aussi pour notamment la gestion passive, hein, qui est clairement visée par le label comme étant une gestion qui ne devrait plus à l'avenir rentrer vraiment dans les cases du label. Donc, il y a vraiment des. Et puis, tous ceux qui utilisent encore les énergies fossiles dans leur placement, il va falloir qu'ils trouvent une alternative. Donc, ça, c'est vraiment le changement de la gestion. Et le reste, c'est des problèmes, des coûts d'organisation et des coûts opérationnels qui sont lourds, hein, très clairement. Et donc sur lequel il va falloir travailler dès aujourd'hui si vous voulez être prêt pour 2025, notamment tout ce qui est engagement, comme on l'a vu, tout ce qui est PAI, voilà, si vous n'y êtes pas déjà, les grosses sociétés de gestion, elles y sont déjà, elles les ont déjà, mais tout ça, ça va demander du spécifique et du spécifique sur le fond, hein, parce qu'on parle de beaucoup de choses qui sont parfois déjà faites au niveau de la société de gestion, mais qu'il va falloir décliner au niveau du fond. Donc ça, c'est vraiment des choses très fortes qui vont dans le sens clairement d'un label plus exigeant, mais où il risque d'avoir des retraits. Nous, on a déjà, en tant qu'auditeur ou en tant que consultant, que ce soit Yasmine, moi ou Olivia, on a déjà eu des échos de sociétés de gestion qui vont se sortir du label, hein. Clairement, c'est des choix. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui, hein, parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Il faut continuer à aller dans ce sens-là. Mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de sortie. Je crois que le label avait chiffré le pourcentage de sortie et Bruno Le Maire aussi, ils avaient chiffré au gouvernement, ils avaient chiffré ça, c'est entre 30 et 40% de fonds qui vont sortir du label, hein. Donc c'est à peu près ça qu'ils anticipaient aujourd'hui. Donc on va voir la réalité. Mais c'est vrai que à la fois pour les petites sociétés de gestion ou pour ceux qui, si vous voulez, dans l'évaluation coût-risque, d'avoir le coût-avantage plutôt d'avoir le label et pas évidente, c'est clair qu'il y a un arbitrage à faire. Après, étant donné que la réglementation et ESG est très compliquée, qu'on entend de plus en plus parler, le label, c'est aussi un outil marketing et ça permet que ce soit au CGP, aux conseillers dans les banques,
ou aux clients qui ne comprennent pas toujours ce que c'est que la finance durable, se disent, tiens, il y a un label, c'est pas une autoproclamation, hein, comme l'article 8 et 9, c'est vraiment quelque chose qui est vérifié par une personne extérieure, et donc j'ai beaucoup plus confiance. Et donc c'est aussi un enjeu marketing d'avoir ce label. Et comme maintenant, il était beaucoup décrié parce que il y avait des imperfections du fait des réglementations en place et notamment du fait des énergies fossiles, eh bien, le fait qu'il y ait ces exclusions, ça permet aussi d'avoir une meilleure crédibilité vis-à-vis du public. Et donc, il sera potentiellement beaucoup plus mis en avant que d'autres fonds. C'est pour Sachant ça que, que c'est l'enjeu. ouais, pour compléter aussi, on sait, hein, on en a discuté dans les travaux qu'on a avec le comité, on sait qu'il y a il y a des trous dans le label, même dans la nouvelle version, elle n'est pas parfaite non plus. Forcément, il y a des flous, forcément, il y a des choses qui vont être interprétées de telle ou telle manière. Forcément, les grosses sociétés de gestion vont aussi s'engouffrer dans certaines petites failles. Ils le savent, nous on le sait aussi. Donc ça va, on va s'adapter à ça et ils sont prêts. Et ça, c'est vraiment une des grosses différences par rapport au label précédent. Là, ils sont prêts à faire vivre le label. Là, ils ont été assez clairs là-dessus. Michel Papalardo en particulier, elle est vraiment sur l'idée d'un label vivant, à la fois évolutif et vivant, pour s'adapter aux remontées de terrain. Si ça ne va pas, on change. Ce que permet aujourd'hui la structure de gouvernance du label, hein, puisqu'il y a des permanences qu'il n'y avait pas avant. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, je vous encourage à interroger Balthazar. Il y a Balthazar Laporte, il y a d'ailleurs son mail sur le site du label. Il est relativement réactif à soit répondre directement, soit nous porter les questions à nous dans nos réunions hebdomadaires. Donc, il est assez réactif sur ces sujets-là. Et sinon, à faire appel à des consultants, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement, il y a vraiment un enjeu de construction qui est vraiment pas. Il y a tellement d'interprétations possibles qu'il faut construire le truc pas à pas en se donnant les bonnes marges de manœuvre. Donc, c'est pas un travail qui est évident. Et en fait, Bon, je parle pour ça ma s'imbrique, paroisse, mais voilà, et ça s'imbrique dans une organisation. Tout à l'heure, on a vu, il y a les réglementations liées à la finance durable, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la réglementation liée à l'engagement, hein, et à vote. Il y a d'autres réglementations en France. Il y a tout ce qui est lutte contre le blanchiment. Toutes les exclusions sont souvent aussi du normatif. Donc, avoir une cohérence avec vos autres procédures en interne. Donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est pour ça que c'est important d'être, que ce soit non pas une personne, mais collectif aussi. Parce qu'il y a des enjeux IT. Hein. Si on veut acheter demain des données sur les fournisseurs de données, par exemple pour les PAI, pour tout ce qui est vote, pour tout ce qui est les enjeux climat, eh bien, tout ça, c'est aussi à voir avec les IT. Donc c'est pour ça que c'est vraiment toute l'entreprise, et c'est le but de l'ESG, l'ISR, c'est que tout le monde, toutes les parties prenantes s'intègrent dans ce label, s'intègrent dans l'ESG. pour répondre, je crois qu'il y a une question sur l'engagement. Je vais y répondre brièvement. Je pense que le label, il voulait rester généraliste, donc il ne s'est pas engagé sur vraiment une trajectoire d'impact comme Paulette Greenfield ou les choses comme ça. C'était un petit peu la corde raide sur laquelle ils ont dû avancer, c'est-à-dire rester généraliste tout en faisant un pas de plus vers l'impact. Ce qui a été fait avec les indicateurs et ce qui est fait, oui, vous avez raison, beaucoup avec l'engagement. Après, je trouve on a fait un gros pas hein, sur l'engagement, puisqu'il y a des obligations, il y a des engagements maintenant qui sont obligatoires. Il y a un reporting sur le fonds d'engagement qui n'était pas fait avant, parce qu'avant, la société de gestion reportait au niveau global hein, de ces engagements. Là, vraiment, sur le fond, on va savoir ce qui s'est passé sur les entreprises qui sont dans le fond. Donc, on a une forme d'impact. Aujourd'hui, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin sur ces notions-là, puisque c'est vraiment le choix du label de vouloir rester généraliste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Olivia. Non, il n'y a pas d'autres questions, mais peut-être que s'il y en a qui veulent poser des questions en live, justement, on a encore 7 minutes pour répondre à des questions. En tout cas, merci beaucoup Yasmine et Kim pour cette expertise et cette Juste aussi analyse un rappel complète. pratico-pratique. Ouais, on va prendre la question. Juste un petit rappel aussi. Donc, il y a toujours 3 certificateurs. C'est important de le préciser. Il y a Deloitte, il y a EY et il y a l'AFNOR. Deloitte et EY, vous les connaissez. L'AFNOR, c'est les gens pour lesquels Olivia, Yasmine et moi, on travaille. Donc, on nous sous-traite pour l'AFNOR, les audits, mais c'est eux. Et sachant que le comité, alors ça, vous l'avez peut-être pas, tout le monde l'a peut-être pas vu, parce que ça a été publié en août. Il y a un guide de ce qu'on appelle un
Merci François. Il y a un guide qui a été, il y a des règles d'audit qui ont été publiées en août, et donc ils ont ouvert la porte à de nouveaux auditeurs. Donc c'est possible qu'à terme, on ait des nouveaux certificateurs qui soient peut-être un peu différents, mais pour l'instant, en tout cas, on est toujours sur les mêmes parce que les trois, ils ont été reconduits d'entrée. Donc ça, c'est sûr que ce soit l'AFNOR ou nous, on continue. Aurélie, Juste, du coup, qui a une ouais, question. Aurélie était en premier, puis Oui, bonjour, merci pour la présentation. bonjour. Très claire, effectivement. Euh, Quand vous avez parlé du besoin de consultants sur le marché, là, en fait, vous pensez que c'est quel type de compétences, quels sont les besoins de ces clients-là, sur quel sujet plus précisément? Là, Quels je parlais des quels consultants sont sur les les... sociétés de gestion qui souhaitent se faire accompagner pour préparer la labellisation ou pour s'adapter aux contraintes de Ouais, labellisation. Nous, c'est des travaux qu'on fait avec. Alors, évidemment, on ne peut pas travailler sur les fonds qu'on audite, hein, ça c'est clair, sur les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, mais on en fait, que ce soit Yasmine, Olivia ou moi, on accompagne des sociétés de gestion, on les aide à se préparer sur leur, pour être tout de suite conformes. Parfois, ça peut être des travaux de plus ou moins grande ampleur, hein. Parfois, c'est juste des ajustements pour être sûr, ou des audits à blanc pour être sûr. Et parfois, c'est vraiment une création. On part de très très loin, et là, il faut créer les univers, il faut cocher toutes les cases. Donc, on vérifie, voilà. Et c'est vraiment des travaux de fond qui peuvent être utiles et qui sont vraiment à mon sens, c'est des gains de temps aujourd'hui, hein, parce que souvent, quand on est en interne, on a le nez dans le guidon, on ne voit pas les choses de cette manière-là. Et pour moi, c'est vraiment des gains de temps. Voilà, c'était ça ouais, que je voulais. j'en suis C'est persuadée. aussi pour avoir des méthodologies, en fait, parce que on l'a vu, on a beaucoup de formalisation à faire. C'est de trouver les méthodes les plus rapides, vous aider à avoir les méthodes les plus rapides pour être conforme. Parce que autrement, on peut prendre beaucoup de temps sur l'engagement, notamment. C'est, ça va être, il faut mettre des process simples qui peuvent être suivis dans le temps. Ouais. Donc c'est un enjeu de clarification de la collecte des données, de quelle donnée est pertinente ou pas, de comment construire des indicateurs. Il y a besoin de connaissances sur les sous-jacents, non pas financiers, mais environnementaux, pour vraiment connaître, ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu. Et on peut se débrouiller sans, finalement, parce qu'on a la Bah, description de tel indicateur, voilà. il y a quand même alors, il y a des connaissances. De toute façon, il y a des connaissances réglementaires, ça c'est sûr. Il y a des Ouais. connaissances financières, ça c'est sûr. Les connaissances environnementales, vous en aurez besoin pour la partie ESG si vous décidez d'investir dans des sociétés qui sont identifiées comme étant pesantes sur le plan climatique. Il va falloir juger de la trajectoire. Et ça, c'est un très très gros enjeu sur lequel même moi aujourd'hui, je ne suis pas très clair. Ça veut dire quoi un plan crédible de transition climatique? Et donc ça, il va falloir se poser la question. Il va falloir être capable d'analyser ce que font les sociétés là-dessus. Donc tout ça, c'est des enjeux. Donc il faut toutes ces compétences-là pour pouvoir faire, hein. Je ne sais pas si tu confirmes, Yasmine. Bah oui, et en plus, il y a aussi les providers de données, bien souvent, vont vous donner une note ESG. C'est aussi Ouais. comprendre comment cette note est calculée pour qu'elle soit conforme aux exigences du label. Nous, de notre côté, quand on regarde les notations pour une même, alors c'est pas forcément une société financière, mais une société quelle qu'elle soit, ça varie du très mauvais au très bon sur le même critère. Donc, Oui, les fournisseurs de données, c'est vrai que c'est pas facile. Sur la non. partie climatique, il y a notamment SBTI. Donc, en fait, je me dis en vous écoutant que finalement, ils auraient tout à gagner à constituer des équipes à la fois qui sont hyper sachantes sur la partie le cœur de ce qui est demandé, c'est-à-dire le réglementaire et le financier, mais avec un expert sur les Ouais. différents piliers ESG, quoi. Mm. Sur le climat et sur la transition, je vous encourage à. Alors, il doit être disponible en ligne, je ne sais plus où. Il y a quelque part, le label ISR a mis en ligne son webinaire et ils ont une slide là-dessus où ils donnent la liste des initiatives et Ouais. qu'ils acceptent, hein. Reconnu. Donc, il n'y a pas que le SBTI. Il y a aussi tous les Il y en a travaux de la 4. TCFD. Ouais, il y en a plusieurs. Et en plus, la question là-dessus, on l'a posé avec eux, on l'a abordé. Balthazar nous a dit que ça serait évolutif en fonction des retours des sociétés. Au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux intervenants, ils feraient évoluer ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas lié à un seul. Il y a d'autres possibilités. Même si malheureusement, on en est conscient, hein, parfois, c'est vraiment un problème il y a des problèmes de coût. Je vais juste prendre quelques minutes pour Merci répondre sur beaucoup. le TF, parce qu'il y a deux questions et je pense que c'est important. En fait, le TF, il n'est pas formellement interdit, hein, mais c'est clair qu'il n'est pas aidé, on va dire ça comme ça, notamment à cause des problématiques d'engagement, puisque vous allez devoir montrer l'engagement ETF par ETF, et que surtout, il va falloir prévoir une procédure d'escalade qui va jusqu'au désinvestissement, quoi.
Et ça me paraît pas super compatible avec l'investissement passif, sachant que c'est une problématique dont le comité est conscient et ils le savent. Et voilà, alors là, bah, je ne porterai pas les mots de la présidente là-dessus, mais c'est clairement, ils n'ont pas fait d'efforts dans ce sens-là. Et voilà, sachant que moi, ma remarque, c'est, on en a discuté avec eux, c'est que je pense qu'il y aura des moyens de contourner ça, notamment sur les gros intervenants, hein. Je pense qu'ils ont des moyens un petit peu pour contourner ça. Heu, Ils en sont conscients aussi, mais on sent vraiment dans les travaux qu'on a eus avec eux, dans les échanges qu'on a eus avec eux, on sent que les ETF sont plus les bienvenus. Donc c'est pas formellement interdit, mais clairement, ils ne sont pas aidés, hein. Et en fait, c'est dans la logique de l'ESG et de l'ISR, c'est de pousser les entreprises à être meilleures. Or, si vous n'avez pas accès à ces entreprises, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'était logique que le label ne pousse pas à avoir des ETF. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas formellement inscrit. Donc, on peut contourner, en effet, avec des moyens suffisants. Et la problématique sera surtout les moyens, parce qu'on peut le faire, mais ça va coûter de l'argent. Pour répondre sur les 30-40%, la question suivante, c'est oui, c'est l'étude de Morningstar, hein, je crois, qui montrait que les fonds aujourd'hui étaient à 30-40%. C'est pas une surprise, hein, parce que je pense que du total, vous devez en avoir, ça doit correspondre à peu près à tous les fonds qui ont du total. Bon, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont évoluer quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de fonds là-dedans qui viennent de grosses sociétés de gestion qui vont changer leur process. Donc, je pense que c'est de toute façon, on sera moins que ça. Mais c'est effectivement, c'est les fourchettes de casse que j'évoquais tout à l'heure, elles sont un peu basées là-dessus. C'est si personne n'évolue, il y a effectivement 30 à 40% qui va sortir. Je pense que ça sera moins. Je crois que le comité ils étaient à 25%, à un moment, ils 26, nous avaient dit ouais, 26, hein, 26%, 25, ouais. 26%. Ouais, de sortie, donc c'était sûrement que ça. Donc ils pariaient bien sur une évolution des fonds actuels qui ne sont pas effectivement dans les clous, quoi. Il y a aussi une problématique, on l'a dit depuis le début, de coûts humains, de coûts informatiques. Et donc, il y a aussi des petites sociétés qui vont pas potentiellement être capables de se mettre à niveau, en tout cas dans un premier temps, et vont probablement sortir. Donc ça, il y a une problématique là-dessus. Mais il faut regarder le côté positif, c'est que ça va aussi donner de la crédibilité au label. Parce que si tout le monde peut avoir facilement ce label, il ne veut plus rien dire. Donc, c'est de faire une différence entre les sociétés qui se sont mises en conformité, qui se sont engagées, qui ont mis tout un dispositif pour être transparent vis-à-vis des porteurs, et les autres. Je pense qu'on Et, a atteint le temps imparti de notre webinaire. Ça fait Ouais, une heure déjà c'était qu'on parle. 13h31, c'est pour ça que je. Ouais, exactement. On peut peut-être juste prendre une dernière question s'il y en a une. Sinon, on va vivement remercier Kim et Yasmine pour leur expertise. Ce webinaire, il sera disponible en replay. Donc, il pourra circuler, il sera disponible sur le site des AFR. Et puis, voilà, j'espère qu'on vous aura quand même bien motivé à continuer à porter de la belle ISR qui est vraiment dans cette dimension de s'améliorer, mais surtout quand même de prendre conscience qu'il y a du travail à faire pour monter en niveau. Mais c'est ça aussi, du coup, l'important, c'est de comment on arrive à être exigeant sur cette notion de finance responsable, finance durable. Et ça demande du travail, des efforts, mais Ouais, il y a je voudrais plein juste citer d'acteurs. l'anecdote de Yasmine tout à l'heure qui nous disait qu'effectivement, elle a un client qui lui disait ben, on a déjà fait la V1, la V2, la V2, la V3, c'est pas un problème, on s'y mettra cet été. Non, là, je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça sur celle-là. et il y aura aussi, mais vous avez l'habitude, vous avez l'article 29, c'est la prise en compte des engagements, des moyens humains mis en place, Mm. moyens humains et techniques mis en place pour respecter ce label. Donc, c'est non négligeable. Donc, il faudrait déjà calculer vos moyens mis à disposition pour faire ce nouveau projet, en fait. Parce qu'il faut le considérer comme un projet, hein. C'est une taille d'un projet. Merci Bon, eh bien, beaucoup à merci à tous. tous. Et Merci beaucoup. très bonne journée. À très Très bonne bientôt. journée et très bon appétit. Bonne journée, Au au revoir. revoir.